Bonjour à tous, bienvenue dans Origine Podcast. Je m'appelle Pierre-Michael, je suis développeur dans la tech et aussi écrivain sur Medium. J'écris des articles sur justement la tech et l'IA. Je me suis rendu compte en grandissant qu'il y avait beaucoup de personnes qui me partageaient leur ambition, mais au final très peu se lançaient. Donc tout simplement le but de ce podcast c'est de redonner confiance et motivation à mes auditeurs. Dans chaque épisode il y aura un nouvel invité qui sera expert dans un domaine ou qui aura un projet à nous partager. Le but c'est que mes auditeurs se retrouvent dans chacun de ces invités, puisque chacun aura un parcours différent, et puis tout le monde a un parcours différent dans la vie, et leur faire réaliser qu'en fait, il n'y a pas de règles, et que si on a envie de se lancer dans quelque chose, il n'y a personne d'autre autre que toi-même pour te dire si tu dois y aller ou pas. Et donc, le but de ce podcast, il est là. C'est vraiment centré sur la confiance, la motivation. Et donc voilà. Je vous laisse maintenant pour cet épisode-là. Bonne écoute. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Origine Podcast. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Valère. Bienvenue Valère. En quelques mots je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Valère Brunet, donc j'ai 27 ans, j'habite à Paris et je travaille pour Les Déterminés, qui est une association qui fait de la formation à l'entrepreneuriat pour des gens qui viennent de banlieues, de milieux ruraux. Donc l'idée c'est de les accompagner gratuitement, d'accompagner des promotions de 15 à 20 personnes pendant 6 mois pour monter son projet entrepreneurial, et on est un peu partout en France. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler un petit peu. Et puis moi aussi je suis entrepreneur, j'ai monté des collectifs, des agences événementielles juste avant le Covid, c'était une bonne idée ça aussi. Et là en ce moment un collectif autour de l'engagement social, environnemental, etc. Ok, est-ce qu'on peut revenir principalement sur ton parcours, tes différentes étapes, pourquoi tu as rejoint Les Déterminés, dis-nous tout. Ouais, carrément. Alors, moi j'ai grandi à Angers, qui est une ville de l'ouest de la France, très chouette ville. Et donc j'ai eu une enfance très heureuse avec mes parents et tout ça. Fils unique, plein de potes, très sociable dès l'enfance. Et puis j'ai grandi, et puis j'ai été au lycée général. Et j'ai commencé une école de commerce qui s'appelle l'ESCA. Que j'ai suivi pendant 5 ans, ce qui m'a permis de pas mal voyager aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Asie où j'ai fait des stages, Kuala Lumpur notamment, et après j'ai fait un double diplôme en design et entrepreneuriat avec l'Université de Québec, donc l'Université de Laval à Québec. Et donc c'était assez intéressant de voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser le design et la pensée du design dans un projet entrepreneurial, là où en fait le design invite à poser des questions et à trouver des problématiques, ce qui est la base de l'entrepreneuriat. En général, chaque projet répond à une problématique. Et donc c'était assez intéressant. De là, j'ai fait un stage de fin d'études avec un média qui s'appelle Terra Incognita, qui faisait du magazine, où on embarquait les lecteurs dans toutes les étapes de la construction du magazine, dans toutes les interviews et tout ça. Et moi, je m'occupais de développer tout l'aspect événementiel. On était 2, donc vraiment une petite structure. C'était super intéressant. Et donc 6 mois et ensuite quelques mois de freelance. Et on a fait un magazine et lors d'un des numéros, on a interviewé Moussa Camara, le fondateur des Déterminés de l'asso. Et en fait, il y a eu un feeling humain assez important. Et donc, quand j'ai arrêté le média, j'ai rappelé Moussa pour savoir s'il avait du boulot pour moi. Et il m'a dit bien sûr, et on a commencé à échanger. Et donc, j'ai commencé à travailler pour lui le 6 avril 2020, donc plein Covid, donc tout en distanciel au début. Et puis, au final, ça fait maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'y suis. Et un vrai plaisir de travailler pour cette asso, hyper belle, hyper dynamique, avec des vraies valeurs et un accompagnement de qualité, donc c'est top. Ok, j'aurais une première question par rapport aux Déterminés. Ouais. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher vraiment les entrepreneurs ou le projet? On va chercher des profils. Le projet, il va bouger dans tous les cas. Et ça, c'est propre à l'entrepreneuriat. Un projet, ça évolue en permanence. Ça change, ça se développe.
Non, nous, on va chercher des profils. Donc, on a des étapes de sélection. Donc, on va rencontrer beaucoup de gens, on fait des réunions d'information dans les villes avant de lancer une promotion. Et puis ensuite, on a des étapes de sélection. On a un jury de sélection où là, c'est les personnes en individuel qui viennent expliquer qui elles sont, pourquoi elles veulent faire tel projet et pourquoi elles ont besoin d'être déterminées. Et donc là, nous, on s'intéresse vraiment à la personne et à si elle est disponible, puisque la formation, c'est 6 mois à temps plein et donc il faut être vraiment disponible. Il faut être conscient que l'entrepreneuriat, au début, ça ne gagne pas forcément d'argent. Et donc, il faut être en mesure de vivre à côté du lancement de ce projet. Que ça soit, on a de la chance d'être en France et on a beaucoup d'aide à la création d'entreprises et notamment le chômage qui permet à beaucoup de lancer des entreprises, le RSA ou même avoir des compagnes, des compagnons ou des amis ou des parents qui peuvent subvenir à nos besoins pendant un temps. Le temps de lancer un projet et d'en faire vraiment une entreprise pérenne. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, la disponibilité, la possibilité de vivre pendant un certain temps sans forcément de revenus directs et la détermination, c'est dans le nom, les déterminés, ça ne s'appelle pas comme ça par hasard. Il se trouve que la détermination est une des qualités de l'entrepreneur et c'est évident qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est super dur l'entrepreneuriat, il faut arrêter avec un peu tous ces trucs sur Insta et TikTok et tout, où genre c'est vraiment trop simple d'être entrepreneur et tout. Non, c'est pas vrai, enfin, c'est super dur et la réalité elle est pas évidente. On peut faire du dropshipping, on peut faire beaucoup d'argent, etc. Ça, c'est pas un sujet. Ça demande quand même beaucoup de temps de faire ça et d'investissement. Et d'autre part, si on veut monter une boîte sur du long terme, recruter des gens, avoir un impact sur son territoire et tout ça, c'est d'autres sujets, quoi. Et ça se construit et c'est pas du tout impossible, loin de là, mais ça demande de la détermination pour sûr. Ok. J'ai une question. Du coup, comment ça se passe les sélections, c'est vraiment... comment ça... C'est la période des sélections? Est-ce qu'il y a plusieurs rendez-vous? Qu'est-ce qu'ils posent comme question? Est-ce que vous les testez aussi pour voir vraiment s'ils veulent aboutir à ce projet ou comment ça se passe la phase de sélection? Ouais, alors on a donc comme je te disais effectivement donc ce jury où on a donc des anciens, des déterminés, des membres de l'équipe et aussi des partenaires ou des gens qui sont proches de l'association. Et donc en général c'est 2-3 personnes qui sont face à l'entrepreneur qui vient, le candidat. Et en fait il y a que j'ai déterminé que j'ai vu ça, mais peut-être que ça existe ailleurs. Nous on fait toujours 2 jurys. Donc toi entrepreneur tu vas passer devant 2 jurys. Parce qu'on considère qu'il y a des gens, ils ne sont pas du tout à l'aise, c'est la première fois qu'ils présentent un projet, ils ont juste une idée et donc ils vont présenter un truc qui est complètement brouillon. Et donc on veut laisser l'opportunité à la personne d'avoir une deuxième chance et de pouvoir présenter quelque chose peut-être de plus clair parce que le premier jury a été un peu un crash test et en fait on a perdu ses moyens et tout ça parce qu'on était super stressé. On a vu que ça se passait bien et du coup dans le deuxième on se révèle et on peut aller plus loin. Okay. Et donc ce qui se passe c'est vraiment nos questions, donc ça dure 20-25 minutes. Et l'idée, c'est vraiment d'aller creuser sur qui vous êtes, vous venez d'où, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous a fait ce déclic. Est-ce que si demain ça ne marche pas votre projet, est-ce que vous continuez sur le même projet, est-ce que vous changez de projet? Si on voit qu'il n'y a pas de marché et que en fait, il faut complètement remodeler le projet, est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Une autre qualité de l'entrepreneur, c'est la remise en question. Et donc, sans cette remise en question, nous, on n'accompagne pas les gens. Okay. Si les gens ils sont trop butés, et c'est très bien, il faut avoir une idée, il faut être un peu buté dans son truc, mais il y a un moment où il y a un équilibre en fait à avoir. Ouais, exactement. Il faut être en mesure d'écouter et d'être en permanence en éveil et en veille pour capter un petit peu l'ambiance, pour capter les opportunités. C'est aussi ça. Ok. J'imagine que les jurys qui sont en face, peut-être qu'ils auront une idée, mais par rapport à l'idée du projet, pas forcément. Et peut-être qu'en fait, on se rend compte très tard qu'il n'y a pas de marché, que en fait, ça n'intéresse pas si grand monde que ça. Ça arrive les pivots en pleine formation où en fait, on change complètement d'idée. Comment ça se passe? Totalement. Nous, en fait, si tu veux, la formation, c'est découpé un petit peu en 2. C'est 3 semaines intensives au départ. Donc tous les jours en formation de 9h à 17h pendant 3 semaines. Et ensuite, on passe sur un modèle 2 jours par semaine en formation. 2 à 3 jours par semaine en formation pendant 5 mois. Okay. Et en fait, les 3 premières semaines, elles sont là pour vraiment
trouver l'adéquation entre la personne et son projet. C'est le truc primordial, tu vois, de vraiment être aligné avec ce qu'on veut faire, être passionné par ce qu'on veut faire, être vraiment, parce qu'on va y mettre quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, et donc si on n'est pas aligné, si c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire, ça marchera pas. Et donc on passe 3 semaines à faire ça, à vraiment être dans l'adéquation avec le projet, on remet beaucoup en question. Donc là déjà, il y a des choses qui bougent. Et ensuite, c'est le mois étude de marché. Et donc là, on a 1 mois sur l'étude de marché pour la validation du marché. Et si on ne valide pas, eh ben nous, on a des dispositifs qui permettent de remettre sur selle, de venir avec beaucoup d'intelligence collective, de venir questionner le projet, d'essayer de le faire pivoter. Et au final, en fait, au fur et à mesure de la formation et même dans la vie des entrepreneurs qu'on accompagne depuis 2015, et on en a qui sont toujours là, on a le club des déterminés qui est le post-formation et tout ça, eh bien, il y en a qui changent encore et qui adaptent leur projet au marché, aux tendances, aux trucs, aux machins. Et c'est que ça, en fait. Ok. Donc, du coup, dans cette deuxième phase, il y a vraiment... là, vous faites appel à votre réseau et vous essayez vraiment d'étudier le marché et voir s'il y a quelque chose à faire. Ok. Est-ce que tu as des références de personnes qui se sont lancées dans des projets voilà, qui sont passés par les déterminés? C'est ça. Ouais. On a des chouettes projets. Après, donc les déterminés, c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste avoir plus de 18 ans. Donc là, on a le plus jeune qui est à Toulouse en ce moment et qui monte une agence de communication TikTok, dédiée à TikTok. Et le gars, il cartonne déjà, il a vraiment très fort, très très bon. Et il est sur de l'influence, agence de com influence, il maîtrise hyper bien son sujet et il va chercher des comptes, enfin des personnes qui sont plus âgées, qui ne maîtrisent pas du tout le réseau. Et donc il fait toute leur communication. Ça marche super bien, c'est un mec qui s'appelle Mathis, il est donc à Toulouse, et trop top. Et lui, c'est le plus jeune. À côté de ça, on a eu le doyen d'une des promos, c'était Bruno, il avait 57 et il faisait de la facilitation, notamment en prison, pour permettre d'exprimer ses émotions, un peu de communication non violente, ce genre de choses. Donc il a monté une boîte de conseils autour de ça, qui fonctionne, hein, qui tourne à Marseille, donc très cool. Et à côté... on a dans toutes les promos des profils types, on va dire, comme on peut avoir Salamata, qui est une femme, une maman, Afrique de l'Ouest, je ne sais plus quel pays, donc je ne vais pas dire de conneries, et avec une culture culinaire de fou. Elle sait trop bien faire la cuisine et elle a monté un traiteur. Et en fait, elle fait plein d'événements, elle travaille avec des gros rappeurs maintenant et elle fait beaucoup aussi de mariages, de trucs comme ça. Donc ça, on en a à peu près dans toutes les promos, des femmes plutôt d'Afrique de l'Ouest ou Afrique du Nord, avec une vraie culture culinaire, une vraie envie de monter un resto ou un traiteur. Ça, on en a à chaque fois. Et c'est très cool parce qu'on mange comme ça. Yeah. Et à côté de ça, on a aussi des gros projets beaucoup plus importants. Yasmine Yamanare, on en parlait juste avant, elle a monté Midi Pile. Midi Pile, c'est une solution de livraison dernier kilomètre. Donc tu sais, par exemple, tu commandes sur Amazon, tu as le colis qui arrive dans un premier entrepôt, et de l'entrepôt à chez toi, là où il doit rester 3 à 4 km, et ben, tu as une autre entreprise qui prend le relais. Okay. Et elle a créé donc cette dernière étape logistique. Elle fait tout en vélo cargo, donc écologique. Et elle a voulu aussi féminiser le métier de transport, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le métier du transport, c'est 92% de mecs. Ouais. Donc c'est hyper masculin. Et elle, dans sa boîte, déjà, elle CDIse tout le monde. Tous ses livreurs sont des CDI. Et elle a genre 45% de femmes, ce qui est énorme. Et elle veut atteindre les 50, voire aller au-delà d'ici 1 ou 2 ans. Et elle, c'est une vraie réussite, puisqu'elle a fait le programme en 2021. Donc elle a fait de janvier à juillet avec nous, et en juillet elle signait son premier contrat avec Amazon, et 1 an après elle a 200 salariés et elle fait 6 millions de chiffre d'affaires, tu vois. Okay. Donc c'est une grosse réussite, c'est une belle réussite, c'est bravo, félicitations, tu vois. Et elle continue, elle trace sa route, elle est super, c'est une vraie chef d'entreprise magnifique.
Et un projet fun pour la fin. Enfin, deux projets fun, allez. Le premier, c'est Mido qui monte les premiers rollers électriques du monde. Tous les moyens de transport ont été électrifiés, tu vois. La trottinette, le skate, la voiture, le scoot et tout. Les rollers, non. Et en fait, parce qu'il y a une question de dangerosité. Et en fait, lui, il a réussi à créer un modèle. C'est un ingénieur. En gros, il est trop fan d'un manga qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais où il y a des rollers électriques, okay. Tu vois. Je sais pas si tu as la référence de ce manga. Non, je suis pas calé sur les mangas. Ok, et le gars est trop obsédé par ce truc depuis qu'il a 6 ans, tu vois. Et il s'est dit, mais un jour, je vais créer ces rollers, quoi. Et du coup, il a fait tout son parcours avec cet objectif. Donc, il avait fait de l'ingénierie, il est ingénieur en technique et en mécanique, non. Ouais, mais genre microprocesseur, etc. Tu vois, genre, ah oui, ouais, c'est un GMK, mais il y a un autre nom. Méca digital ou un truc comme ça. Ouais. Et méca informatique. Électronique. Ouais, exactement. C'est ça. Et donc, il a fait tout ça. Et en fait, il a créé des rollers qui détectent ton mouvement. Et en fait, il y a des détecteurs de mouvement dedans. Et donc, quand tu émets une pression et t'accélères la puissance que tu veux mettre, et ben le roller il comprend et donc il y a un roulement qui se fait et donc ton allure elle est décuplée. Et quand tu décélères, et ben le roller il décélère et en plus tu as des manettes pour vraiment freiner ou accélérer. Et donc il a sorti ses protos et là il est en train de développer vraiment. Et le dernier projet que je peux vous partager, parce que c'est un mec qui est super aussi, c'est Radwan qui a créé Mon Petit Lait, qui est sur Click, qui a fait notamment un passage sur Click dernièrement, et qui permet de faire de la livraison, de remettre la consigne au goût du jour, faire de la livraison de produits laitiers du producteur directement au consommateur en supprimant tous les intermédiaires. Joli projet écolo aussi et donc voilà, c'est cool. Ok, donc Valère, on se connaît, on s'est rencontrés dans un événement à Station F qui était dédié justement avec un partenariat entre les Déterminés et Station F, il me semble, non? Ouais, le Fighters Programme de Station F. D'ailleurs, du coup, c'est toujours là. Il y avait pas un événement cette année ici ou... Je pense que ça va arriver. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ça va arriver, soit à la fin du mois, soit s'il n'y en a pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais ouais, en fait, c'est Station F, ils ont un programme Fighters, le Fighters Programme, qui veut valoriser la diversité dans l'entrepreneuriat et donc fait appel à des personnes plutôt issues de banlieues, de milieux ruraux. Nous, c'est notre ADN. Station F, c'est moins l'ADN. Et même l'entrepreneuriat en général, en France et un peu partout, c'est quand même très CSP+, blanc et tout ça. Et donc, c'est aussi l'objectif de redynamiser un écosystème où il y a plein d'idées qui viennent de banlieue, des méga bonnes idées. Et il y a souvent peu de moyens, enfin, difficulté à avoir des moyens financiers, difficulté de réseau et difficulté d'accompagnement dédié. Donc c'est notre solution et Station F le fait aussi, donc c'est top. Ok, tu m'avais partagé, parce que moi j'ai été assez séduit par l'idée des Déterminés, moi qui viens de banlieue. Ça me parlait beaucoup ce projet, donc je suis directement allé dans votre stand et je suis tombé sur toi. Tu m'avais partagé que voilà, toi tu voulais te spécialiser dans un entrepreneuriat particulier aux Déterminés et c'est ce que tu fais maintenant depuis plus d'1 an, non? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelles personnes tu accompagnes? Sur quel projet? Ouais, carrément. Effectivement, en fait, donc moi je suis rentré à 3 ans et demi avec une casquette qualité de la formation et vraiment déploiement au national de notre formation. Et du fait de moi personnellement, etc., je suis quelqu'un de plutôt très écolo, etc., et c'est des sujets qui m'intéressent, la durabilité et l'impact de nos projets. Et donc moi, depuis 1 an, je développe cet aspect de comment est-ce qu'on accompagne les entrepreneurs à avoir un impact positif, que ce soit un impact social, que ce soit un impact environnemental, que ce soit un impact politique, sociétal, peu importe. Mais comment est-ce qu'on infuse notre programme de formation avec ces thématiques et qu'on donne la possibilité à tout le monde, en fait, non pas que ça soit quelque chose d'obligatoire, mais simplement d'inciter les gens et de leur dire que en fait, demain, probablement que c'est une opportunité, enfin tu auras beaucoup plus d'opportunités en ayant ça et on le voit déjà sur des appels à projets, sur du financement, de l'innovation, etc. L'innovation couplée à l'ESS, donc économie sociale et solidaire,
à des projets écologiques, en tout cas qui prennent vraiment en compte ces questions, eh bien, ils sont beaucoup plus facilement financés que d'autres projets. Et puis, il y a de la réglementation aussi qui va arriver fort. De plus en plus, tous les ans, là, il y a des grosses réglementations qui passent. Et donc voilà. Et donc moi, c'est vraiment ça le sujet depuis un an. Comment est-ce qu'on fait monter en puissance ça? Comment est-ce qu'on accompagne des entrepreneurs qui ont vraiment de l'impact? Et donc voilà. Ok, du coup, tu as eu déjà combien de promos actuellement? Alors, en tout, tu veux dire, avec les déterminés? Non, juste avec ce programme-là. En fait, l'idée, c'est que quand on avait discuté, je pense que je te parlais d'un programme spécifique. Ok, Au final, on a un peu modifié et en fait, ça va être pour tous les entrepreneurs. Donc, ok, c'est notre programme classique, les déterminés. Simplement, dans donc les 406 heures de formation qu'on a, eh bien, il y en aura, on va dire, cette fois, 749, ouais, à peu près une cinquantaine d'heures qui seront dédiées à ça. ok, stylé. Donc ça veut dire que tous les entrepreneurs qui passent par les déterminés ont les 49 heures de formation, 404, qu'est-ce que tu m'avais dit combien? Alors, 406, c'est le programme global. Ok, Et aujourd'hui, il y a une journée en début de formation et je suis en train de construire les autres journées. D'ici 2024, mon objectif, donc d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir 50 heures de formation au sein des 406. ok. Et en fait, ton but, c'est quoi exactement? C'est de conscientiser, de créer l'entrepreneur de demain plus responsable, ou bien est-ce que ça vient avec le projet? C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui a une idée et qui n'est pas du tout écolo, ni social. Enfin, comment ça se passe? Ouais, tu targetes les entrepreneurs qui ont plutôt cette idée-là ou tu sensibilises tout le monde au sein des déterminés? Non, l'idée, c'est de sensibiliser tout le monde justement parce que, en fait, encore une fois, on revient sur la question d'égalité des chances, tu vois. Et les déterminés, c'est un projet vraiment social au départ, avec cette volonté de donner la chance à tout le monde de pouvoir entreprendre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un marché autour des projets entrepreneuriaux de l'ESS, donc économie sociale et solidaire, projets écolo, projets sociaux, etc. Et en fait, tu regardes les stats et tu es là, mais c'est hallucinant comme c'est que des mecs qui sortent d'école de commerce, des blancs et qui sont blindés et qui font ça un peu pour se marrer, tu vois. Et je trouve ça dégueulasse. Et donc, c'est comment est-ce qu'on remet aussi l'égalité des chances dans l'impact et comment est-ce que en fait, tout le monde doit pouvoir entreprendre de manière durable. Et donc, il faut donner les moyens à tout le monde de le faire. Et donc moi, c'est ça mon idée, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on a un programme qui permet d'emmener des gens qui connaissent rien à l'entrepreneuriat vers un projet entrepreneurial et de les former et que leur projet il fonctionne économiquement. Ben, comment est-ce qu'on fait la même chose en leur donnant la possibilité de faire des projets qui ont de l'impact sur leur territoire et qui peuvent potentiellement revégétaliser des banlieues et qui peuvent aussi jouer sur la santé et qui peuvent jouer sur l'alimentation et qui peuvent jouer sur tout ça de manière plus responsable et que tout le monde s'empare de ces questions, tu vois. Ok, est-ce que parmi déjà tous les projets qui sont passés par les déterminés, est-ce que, et aussi avec votre réseau, est-ce que vous arrivez aussi à créer des choses, à générer des investissements justement dans ces projets-là? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez pensé à ça ou c'est déjà en place? Ouais, complètement. Alors, nous, on ne fera jamais à la place des déterminés, tu vois. L'objectif, c'est aussi un entrepreneur, c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui se débrouille par lui-même. Nous, on met à disposition. Donc, dans le sens où toutes les journées de formation, eh ben, elles vont avoir des thématiques. Donc, tu vas avoir des journées sur le financement, par exemple, où on va te présenter tous les types de financement que tu peux avoir. Maintenant, c'est à toi d'aller les chercher. Ensuite, donc ça, c'est pendant la formation. Après, pendant la formation, il y a aussi plein de soutenances, plein d'événements. Donc là, c'est toi et ta chance aussi, tu vois. On essaye de te mettre des gens en face pendant les soutenances qui peuvent t'aider, qui peuvent, voilà. Mais après, c'est à toi de bien te vendre, c'est à toi de faire ton truc, de donner ta carte et potentiellement d'enclencher une relation partenariale, financière, peu importe, tu vois. Mais donc, on met à disposition plein d'opportunités. Après, c'est à chacun de les saisir et de pouvoir faire son business. Okay. Ça, c'est pendant donc la formation. Et le post-formation, ce que je te disais un peu tout à l'heure, le club des déterminés, là, il y a vraiment un accompagnement à aller chercher des sous, à aller chercher des médias aussi pour faire de la communication, pour vraiment
faire parler du projet de plus grosse envergure et potentiellement aller lever des fonds s'il y a besoin ou alors trouver un modèle économique qui vraiment tourne bien. Enfin voilà. Ok. Moi, je trouve ça. Moi, j'aime la difficulté et je trouve que en fait, c'est pas évident enfin, ou alors, enfin, je le dis dans mon cas de figure parce que peut-être que même sûrement, j'y connais pas grand-chose, mais ça me concerne et ça nous concerne tous, les projets qui pensent à l'environnement et à la société. Il y en a pas tellement. Néanmoins, je trouve qu'il y en a beaucoup qui émergent, notamment un de mes préférés. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié le nom, mais tu vas me le rappeler. Donc, c'est Too Good To Go, voilà. Je trouve que c'est hyper puissant. En fait, je trouve que pour lancer un projet, déjà, ça demande beaucoup d'efforts. Si on veut lancer un projet environnemental ou à impact social, t'as l'impression que ça demande un peu plus d'efforts, mais avant tout une éducation, enfin une formation, savoir de quoi on parle. Et moi, j'ai plus le sentiment que si on veut avoir de l'impact dans ces domaines-là, et bah en fait, il faut le penser avant et pas le rajouter après. Je trouve qu'il y a pas mal de projets entrepreneurs qui, en fait, c'est pas du tout ça. Genre. Enfin, moi, par exemple, je suis tech. Bah, typiquement, l'IA, c'est du GPU, ça consomme, voilà. Et c'est pas du tout écolo. Normalement, on peut mettre des choses en place. Je pense qu'il y a déjà des startups, des infrastructures qui sont là pour limiter la consommation d'énergie, plein de choses comme ça. Toi, quelle est ta vision là-dessus et puis, quelle est la vision des gens qui arrivent chez les déterminés? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui sont conscients de ça et qui veulent avoir un impact dans ces domaines-là? Comment tu vois les choses déjà si tu es d'accord avec moi déjà sur le fait que en fait, il faut le penser en amont et pas entre-temps quoi, quand on veut se lancer dans une idée comme ça. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, enfin, moi je pense qu'il est plus facile de le réfléchir en amont. Il n'est pas impossible de l'intégrer après, mais évidemment que si tu le réfléchis en amont, de construire sur des bases comme celle-ci, c'est plus simple. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que quand tu montes un projet entrepreneurial et une entreprise, parce que tu peux monter une asso et c'est très bien aussi, ou un collectif ou quelque chose, mais qui n'a pas de but lucratif, une entreprise c'est un but lucratif. À partir de là, il faut que tu sois rentable. La rentabilité, c'est le premier truc à identifier. Enfin, on parle d'impact, on parle d'écologie, de social, c'est ultra important, je dis pas, et il y a des boîtes qui sont là-dedans et qui font que ça et qui sont ultra rentables, je dis pas. Maintenant, mon premier truc à dire, c'est que si tu veux avoir de l'impact, il faut d'abord que ton entreprise, elle tourne. Enfin, sans rentabilité de ton entreprise, ça avance pas. T'as zéro impact en fait. Enfin, si ton entreprise n'existe pas et qu'elle meurt dans un an, tu auras zéro impact. Donc, il faut vraiment se concentrer sur la rentabilité de l'entreprise et sur un projet qui fonctionne et qui a de l'impact, c'est encore mieux, mais vraiment sur la rentabilité. Et donc, nous, on bassine les entrepreneurs avec ça. Moi, j'arrive avec mes trucs très écolos, très sociaux, parce que c'est hyper important d'avoir cette éducation et de le penser dès le début du projet, comme tu le disais. Maintenant, je leur répète tout le temps, réfléchissez rentabilité et ensuite vous incorporez là-dedans l'aspect social, l'aspect environnemental et tout ça, mais pensez rentabilité dans un premier temps parce que sinon on ne s'en sort pas quoi. Ça sert à rien quoi. Tu n'auras jamais d'impact. Donc déjà ça c'est une première chose je pense qui était important et après pour te répondre, oui il y a de plus en plus de projets qui sont sensibles à ces questions parce qu'aujourd'hui c'est partout en vrai et que ça a pris une importance une importance énorme. Maintenant il y a beaucoup de gens qui sont assez réticents aussi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, je pense que tu le sais comme moi, quand tu viens de banlieue, tu as grandi dans de la solidarité, en vrai à peu près tout le temps, parce que quand il n'y a pas trop de moyens, les gens ils s'entraident. Et donc, tous les déterminés qu'on accompagne, on va dire 99%, ils ont un truc avec le social. Genre l'impact social, ça leur parle vachement. L'impact écologique, beaucoup moins. Mais l'impact social, c'est quelque chose qui les touche.
Et donc moi, c'est tout mon travail. C'est d'arriver avec, ok, c'est quoi vos valeurs? Comment est-ce que vous vous reconnectez avec vous? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Pourquoi vous avez envie de vous battre? C'est quoi vos valeurs? Une fois qu'on a travaillé là-dessus, on regarde l'entreprise et on regarde le projet et comment est-ce qu'on peut intégrer peut-être des valeurs dans le projet de manière très pragmatique. Et donc, si le gars a envie de travailler ou la meuf a envie de travailler sur l'aspect du handicap, j'en sais rien, eh bien c'est très bien. Et ça, c'est un impact qui va aider des gens et donc c'est génial. Et moi, j'ai pas de truc à dire, bah là, il faut absolument que tu fasses ça. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et si on intègre un tant soit peu d'impact dans son projet, eh ben, je pense que ça rend le projet plus passionnant aussi pour soi. Parce que ça transpire qui on est et les valeurs qu'on porte, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je voudrais rebondir juste avant. En fait, moi je trouve que c'est pas évident dans le monde dans lequel on vit, en sachant ce que le monde a été juste avant. Enfin, je veux dire, le réchauffement climatique, c'est pas une surprise. C'est plus du tout une surprise. Mais je veux dire, le temps qu'on a mis pour se réveiller, voilà quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est que y a quand même des projets, donc du coup, ça ne sera pas entrepreneurial, mais plutôt association. Je trouve que c'est plus facile en tout cas, enfin c'est plus facile. Je réfléchis en comment j'amène ça parce que c'est vraiment pertinent, je trouve. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que quand tu vas avoir de l'impact, etc., tu as besoin de fonds. Mais en fait, j'ai l'impression quand même que c'est plus facile de créer un projet sans conscience environnementale ni sociétale et qui a de la, enfin, qui est donc un projet viable et dans lequel tu génères de la valeur. C'est plus facile de créer ça que de créer un projet en respectant l'environnement ou le social, je trouve, parce que en fait on est dans un monde où voilà, il n'y a pas de conscience, on parle de productivité locale, je crois, c'est ça, comment ça se dit, il me semble que c'est ça, le projet ça s'appelait Topinamour, je crois. Donc ça incitait en fait les habitants locaux d'acheter des produits locaux et donc du coup d'avoir une plus faible empreinte carbone, si je dis pas de conneries. Et donc du coup ça c'est pas évident parce que dans la tête des gens, parce que leurs parents, leurs grands-parents, leur habitude c'était d'aller au supermarché il n'y avait pas de conscience en fait, je trouve. Et donc c'est des habitudes à changer, et donc c'est des mentalités à changer, et donc c'est des efforts plus supplémentaires à changer. On ne va pas se le cacher, l'économie qui tourne actuellement, il y a encore plein de projets irresponsables. Je ne vais pas donner d'exemples, on les connaît. C'est vraiment pas... Comment on fait pour changer les mentalités? Est-ce que ça commence directement à partir de l'école? Et ça doit être ancré dans l'éducation, je pense, parce que tu vas parler à une personne âgée de 60 ans et un gamin de 6 ans, il y a plus de chances quand même que le gamin, il essaie de comprendre que la personne âgée... parce que bon, quand on prend de l'âge, effectivement, changer, c'est compliqué, je le vois. Ouais, quelle est ta vision par rapport à ça? Comment on fait pour créer ce monde de demain qui est plus responsable, etc. C'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, je pense que je serais président de la République, j'espère. Et bien que notre président ne le fasse pas grand-chose, mais bon, sur cette question en tout cas. Je pense qu'il y a une responsabilité commune dans le sens où moi, ce qui m'intéresse, mon champ d'action, il est sur les entrepreneurs et sur l'entreprise. Moi, je trouve que l'entreprise, c'est un vecteur de transformation de société qui est hyper important. Et donc, c'est pour ça que... Et en plus,
venant de banlieue et tout, enfin les entreprises qui viennent de banlieue, les mecs qui viennent de banlieue, qu'on accompagne, etc., ils ont quand même envie de construire des trucs et au-delà de construire des multinationales, ils construisent des projets en local et ils transforment leur territoire. Et donc si on arrive à transformer ça, c'est super. Après, évidemment, les politiques publiques et le politique doit s'emparer des sujets et mettre des réglementations et, et faire des efforts dans ce sens. Et en fait, juste mettre des réglementations qui sont très strictes, quoi. Sans quoi on n'avancera pas. Parce que tant que tu fais du compromis, ça marche pas. Enfin, on voit très bien que ça marche pas. Après, à l'échelle individuelle, bien sûr, c'est hyper important, même si ça représente moins que les entreprises, le politique et tout ça. C'est quand même hyper important de conscientiser tout le monde et que ça soit pas une transition qui soit subie parce qu'elle va être là, la transition. Dans tous les cas, on va pas y échapper et on va vers plus de degrés globalement. Ça va faire mal, tu vois. Donc, autant anticiper ce truc au mieux qu'on peut dès aujourd'hui, essayer de sensibiliser le plus de monde que cette transition, elle va se faire, moi je suis assez sûr qu'elle va se faire dans de la douleur, essayer d'anticiper de la douleur au maximum et de sensibiliser tout le monde et de réduire un peu les empreintes de tout le monde, tu vois. Donc je pense que ça passe un peu partout, mais que l'entreprise et le politique ont des rôles à jouer prédominants. Ok, donc principalement déjà à notre échelle et aussi à l'échelle politique, la réglementation, tout ça, quoi. Ouais, okay. Exactement. Et après, je pense qu'en fait, c'est pas... être écolo et d'ailleurs être dans le social, etc. Parce qu'en vrai, les combats se rassemblent pas mal. Enfin, quand tu as un impact social, souvent tu te rends compte que tu as un impact écolo et l'inverse est vrai et tout. Et donc, c'est que, en fait, c'est juste du bon sens, quoi. Enfin, c'est vraiment des valeurs humaines, des valeurs d'entraide et tout. Je pense que si on se reconnectait un petit peu à qui on est, à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de transmettre, quand même, la majorité des humains, ils sont pas trop cons, tu vois, ils sont pas méchants de nature. Donc ouais, je pense que c'est jouable, hein. Bon, j'espère. Sinon, c'est mort. C'est ça. En tout cas, voilà, c'était principalement ça que je voulais parler pendant le podcast. J'ai 2 dernières questions que je pose à tout le monde, à tous mes invités. Donc la première, c'est est-ce que tu as des approches qui te permettent de rester dans un bon mental, une bonne humeur, une bonne énergie? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu fais du sport, de la musique? Peu importe. Est-ce que tu as des choses comme ça? Ouais. Moi, je m'écoute beaucoup, pour le coup. Je l'ai dit un petit peu en début, mais j'ai une personnalité très extravertie et donc du coup, je prends beaucoup d'énergie des gens. Quand je suis avec du monde, quand je rencontre des gens, quand je parle avec des gens, quand je fais ce qu'on est en train de faire, moi, ça m'énergise vachement. Donc je fais ça beaucoup, je rencontre des gens, même que je connais pas, je vais prendre un café avec eux, on discute et de cet échange, naît de l'énergie pour moi, donc c'est trop bien. La nature aussi, forcément, ça, on n'y échappe pas, mais ouais, partir dans la nature et juste prendre cette énergie aussi, c'est très agréable. Et un tout petit rituel que je fais, et je salue un ami qui s'appelle Hugo Piaucci, et c'est lui qui m'a donné le tips, c'est que depuis 6 mois, je finis toutes mes douches à l'eau froide. Et ça m'envoie ma journée super. Top. Dernière question. Donc tu l'as compris, mais mes auditeurs, ça serait plutôt un public qui doute, qui a envie de se lancer, qui ont peut-être des idées, mais qui doutent, qui n'osent pas se lancer parce qu'ils disent que c'est peut-être pas pour eux, ou peu importe la question. Quel conseil tu leur donnerais? Alors, il y en a plusieurs, je pense. Le restez pas seul, c'est le premier conseil. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme vous et qui ont envie de créer des choses. Donc essayez de les trouver, que ça soit moi, Valère Brunet, vous pouvez aller me chercher sur LinkedIn et tout. Et moi, je vous mets en lien avec des gens qui ont envie aussi. Les Déterminés, c'est une super asso et on accompagne autant sur l'entrepreneuriat, mais sur tous les projets professionnels avec du mentorat. On a un truc qui est pour les 18-30 ans et qui est de la mise en relation avec des professionnels de tous les secteurs, de tout,
Et ces 2 heures par mois, c'est vraiment que dalle. Et ça vous permet de vous remettre dans une dynamique professionnelle. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Et donc, pas rester seul et ne pas hésiter, quoi. Enfin, en vrai, c'est trop facile à dire, mais il n'y a personne qui va vous dire je le fais à ta place, donc faites-le. Très bien, merci beaucoup Valère. C'était un plaisir de t'avoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Et voilà, merci d'avoir écouté et puis on se retrouve pour un autre épisode. Merci beaucoup, Pierre.